la présentation, c'est la première présentation en dehors de l'Espagne de ce grand projet qu'on est en train de mener en avant avec la Fondation Azcona. Je voudrais remercier aussi la Fondation, Lalo et puis Sergio, qui se trouve juste ici, qui ont soutenu tout au long de ces longues années un projet difficile et vraiment qui demande beaucoup de patience. Et, bon, nous avons ici sur la table le volume 4 de cet ouvrage de grande haleine qui aura 6 volumes, on espère, peut-être 7, j'annonce, parce qu'on ne sait pas exactement combien de numéros on aura à la fin, lorsqu'on aura fini. Le 4e volume couvre la période 1925-1933. Ça veut dire que l'ouvrage est organisé de façon chronologique. Le premier volume couvre la période de 1900 à 1918. Le deuxième, la période de 1912 à 1923. Le troisième, la période de 1920 à 1929. Le quatrième, la période de 1925 à 1933. Vous voyez bien qu'il y a des superpositions chronologiques. C'est-à-dire, le 4e volume commence en 1925, mais le 3e volume finissait en 1929, 4 ans plus tard. Ces superpositions chronologiques indiquent que la structure du catalogue est généralement chronologique, mais elle est aussi thématique. Je vais vous montrer l'index pour faciliter l'index. Vous ne pouvez pas lire, n'est-ce pas? Vous pouvez, s'il vous plaît, appliquer le zoom. Voilà. Le volume, ceci est l'index du volume 4, qui va du chapitre 31, là, jusqu'au chapitre 39. 9 chapitres. Et pas tous les chapitres, mais beaucoup de chapitres, la plupart, sont divisés en des sections. Les chapitres sont thématiques d'une façon très générale, les sections aussi. Par exemple, vous voyez là que les paysages de 1925 à 1933 sont groupés dans les chapitres 31. Et ici, vous avez le numéro des fiches, de la fiche 2144 à la fiche 2225, et ce qui fait à peu près quelques 80 œuvres. Le chapitre 33, Scène paysanne, où il y a une section pour des esquisses des bêtes, une section pour les maternités d'entre 28 et 30, d'autres scènes paysannes, et puis le cahier 25, daté aussi que je date entre 1928 et 1930. Le catalogue est un catalogue général qui groupe tous les médias, c'est-à-dire les dessins, la peinture, la sculpture et aussi les cahiers de travail de l'artiste. La grande nouveauté peut-être de cette approche, de l'approche que je suis dans le catalogue, c'est justement ce mélange de médias. Normalement, dans le catalogue raisonné, on met les dessins d'un côté, on fait le catalogue raisonné des dessins, ou on fait le catalogue raisonné des sculptures,
où on fait le catalogue raisonné des peintures. C'est l'approche qu'ont suivi mes précurseurs, parce que cet ouvrage, bien sûr, a des précédents. Et tout d'abord, il y a eu en 1975 un catalogue établi par Josette Gibert des dessins de Julio González. C'était un catalogue qui divisait en 9 petites plaquettes, 9 petits volumes, où il y avait entre 2000 et 3000 dessins à peu près. Et ensuite, en 1978, il y a eu une très belle monographie sur Julio González by Josephine Withers, dans laquelle elle établit une espèce de catalogue provisoire de sculptures avec 130 numéros. Ensuite, il y a eu le catalogue de Jörg Merkelt, établi en 1987, publié en 1987, à Lecta, à Milan, où il y avait 249 numéros, 249 sculptures. Donc, dans ces ouvrages, on a suivi la méthode, l'approche traditionnelle de diviser les médias, séparer les dessins d'un côté, la sculpture de l'autre, la peinture de l'autre. J'ai choisi de mêler les médias parce que le but principal de mon travail, de ma recherche, a été d'essayer de donner une idée plus précise du processus créatif de Julio González et suivre de plus près comment est-ce qu'il concevait et travaillait et finalement portait à terme ses sculptures. Et pour cela, j'essayais de reproduire la façon dont il travaillait. Il avait un thème, un sujet dans sa tête. Il dessinait, il peignait, il essayait des sculptures. Et c'est-à-dire, pour lui, le médium était simplement un moyen d'arriver à un but, une fin. Donc c'est ça ce que j'essayais de reproduire, de donner au lecteur des catalogues raisonnés. Il y a aussi une autre différence importante. C'est un catalogue général, je le dis, mais c'est aussi un catalogue raisonné, ce qui n'est pas le cas des catalogues précédents de Julio González. C'est-à-dire chaque section, chaque chapitre sont introduits par un texte où j'explique un peu le développement du travail de Julio González en commentant, en faisant des commentaires pour chacune des œuvres, aussi pour discuter la chronologie. La chronologie est un des aspects les plus critiques pour l'historien de Julio González, parce que Julio González a très peu daté ses œuvres. Et seulement vers la fin, entre 1930, à partir de 1936-37, et surtout entre 38 et 42, il a pris l'habitude de dater presque tout ce qu'il faisait, ou du moins presque tout le dessin. C'est la partie la plus abondante, la plus importante de son travail. Mais avant 1937-38, ces œuvres ne sont que très rarement datées. Donc ça laisse une énorme question sur la date à laquelle un certain dessin, une certaine sculpture ont été produites. Le document qu'on puisse consulter à cette fin sont rares. Il y a très peu d'informations documentaires, donc il a fallu travailler par des affinités. C'est la fille de l'artiste, Roberta González, qui nous a guidés à tous dans ce chemin.
C'est elle qui a daté dans le dos de chaque dessin la date où elle croyait que le dessin avait été fait. Et j'ai relu il y a très peu, quelques jours, l'année 1952 de son journal. C'est l'année, c'est une année très importante pour la femme, pour les rayonnements de l'œuvre de Julio González. C'est l'année où a eu lieu la première grande rétrospective de son œuvre à Paris, au Musée national d'art moderne, que dirigeait Jean Cassou à l'époque. Et c'est à partir de cette grande exposition de Paris de 1952 que le nom de Julio González, qui avait été connu par peu de gens avant sa mort, le nom a commencé à se répandre et à être connu et à former part de ce noyau central de ce qu'on considère aujourd'hui la période classique de l'art moderne dans le XXe siècle. Bon, et en 1952, donc, Jean Cassou a organisé l'exposition rétrospective. On a pu voir dans l'après-guerre, dans un Paris qui s'est constitué, il faut le souligner, à l'époque, comme le centre artistique du monde, on a pu voir un ensemble énormément représentatif de l'œuvre de Julio González. Et dans le catalogue, on peut voir les dates qu'on donne, qu'on attribue aux sculptures qui ont fait partie de cette exposition. Donc, dans son journal, l'exposition a été ouverte le 1er février 1952 pour le 10e anniversaire de la mort de Julio González. Julio González est mort le 27 mars 1942, 10 ans avant. Donc, 1er février 1952, l'exposition ouvre, on a un catalogue avec les titres de sculptures et les dates. Ces dates ont été toutes fournies par Roberta González. Donc, je crois que c'est le 8 janvier, c'est-à-dire 3 semaines avant l'ouverture de l'exposition, Roberta note dans son journal, c'est un document inédit. Et je viens de passer la soirée chez les Hervos et j'ai revu les numéros de cahiers d'art et je m'aperçois tout d'un coup que les dates des œuvres de papa que j'ai données pour le musée sont toutes fausses. Alors, quoi faire? Elle désespère, elle contacte le musée, elle réussit à modifier les dates. Bon, finalement, ce sont les dates corrigées qu'elle a données après 3 jours d'un travail fou, en révisant tous les numéros de cahiers d'art, tous les documents de papa, comme elle dit. Et bon, il y a des sculptures dans cette exposition qui sont signées et datées par Julio González. 1930, par exemple. Eh bien, dans le catalogue, après les corrections de Roberta, on lit que cette œuvre est de 1927. Vous voyez, la chronologie de Julio González reste toujours un grand problème pour l'historien de l'art. Et c'est un problème important. Ce n'est pas une question d'érudition. C'est un problème important parce que nous sommes dans une période, la fin des années 20, les années 30, dans lesquelles l'image de l'art moderne en tant que tel, de son développement historique, de Cézanne à nos jours, comme on disait à l'époque, du cubisme à l'art abstrait, comme disait Alfred Barr en 1936. Et cette histoire que maintenant on apprend dans les écoles, c'est justement dans ces années-là qu'on est en train de la construire. Et González y joue un rôle central. Donc, pour bien comprendre le rôle de Julio González dans ce développement,
la chronologie est essentielle. Il faut savoir quels sont les travaux qu'il a fait d'abord et quels sont les travaux qu'il a fait plus tard. À ce sujet-là, il y a eu toute la bibliographie de Julio González, même les catalogues raisonnés que je viens d'évoquer, qui ont précédé mon ouvrage. Et tous ces catalogues suivent un même schéma. Le schéma est que l'art moderne, c'est un schéma qui est né à Paris vraiment, ensuite s'est développé par des historiens américains, et c'est Alfred Barr qui lui a donné à New York sa forme la plus influentielle vers la moitié des années 36, 37 à peu près. Et l'art moderne, c'est une grande histoire qui consiste à abandonner le naturalisme et le réalisme pour se diriger vers l'abstraction. Et il y a des étapes intermédiaires nécessaires. On commence avec le cubisme, et puis on suit, jusqu'à arriver à l'abstraction. L'abstraction, bien sûr, c'est la forme d'expression dominante de la peinture et de la sculpture de l'après-guerre en Europe et en Amérique. Et Julio González a été lu du point de vue de cette évolution. Et ça brouille, il faut le dire, on le verra, ça brouille énormément le sens, la poétique spéciale du travail de Julio González. Et dans cet ouvrage, mon but principal est de reconstituer de plus près le processus créatif de Julio González, afin de le montrer tel qu'il a été. Ça n'a pas été un procès long. L'œuvre de Julio González est courte. Ça arrive 200-250 sculptures en forçant beaucoup les choses. Beaucoup de dessins, ça oui. Mais son travail de sculpteur n'est pas abondant. Et c'est un travail qui se développe essentiellement entre 1929 et 1939. Ensuite, il y a l'occupation. Il ne peut plus travailler comme sculpteur. Il fait des choses merveilleuses dans les 2-3 dernières années de sa vie. Et il meurt en 1942. Bon. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que cette recherche donne ou peut donner. Dans le chapitre 37, je regroupe un groupe de masques que je date entre 1928 et 1930. Et je vais vous montrer un tout petit groupe d'œuvres, dessins, sculptures, même une peinture, que je groupe autour de Masque B. C'est une sculpture très connue qui est datée normalement de 1929, que je date plutôt de 1930. Voilà la sculpture. Voilà un dessin inédit, bon, pas inédit, mais qui n'a pas été répertorié par Gilbert, qui est très près, vous le voyez, essentiellement de la sculpture. Ce dessin, d'où vient-il? Bon, j'ai trouvé ce dessin, aussi non répertorié par Gilbert, tout petit dessin, où on voit que l'origine de cette idée, vous voyez l'idée, en réalité c'est un mi-masque. Ce n'est pas un masque mi, mais un mi-masque, un demi-visage. Donc la moitié est plus ou moins complète et l'autre moitié est substituée par un rectangle qui semblerait un trait abstrait.
S'agit-il de l'abstraction, d'une première tentative d'abstraction? Non, je ne le crois pas. Ici, on voit dans ce dessin que l'origine de ce rectangle, c'est une ombre. C'est cette ombre. Lorsqu'il a dessiné la tête, probablement une tête égyptienne, du musée du Louvre, la lumière venait d'un côté, il y avait un demi-visage illuminé, un demi-visage en ombre. Le demi-visage en ombre disparaît et il est substitué par une ombre qui ensuite il contourne en forme de rectangle. Donc il ne s'agit pas d'abstraction, il s'agit d'une façon nouvelle, fantastique, si vous voulez, poétique, de représenter l'ombre. Mais cette ombre devient, la suivante, oui, devient quelque chose de solide, si bien que finalement, dans la même série, dans le même processus créatif, il peint un tout petit tableau dans lequel la tête devient quelque chose, une espèce de grand monument public qui s'appuie justement sur cette ombre. Je vais donner un autre exemple. C'est dans le chapitre 39, dans la section 39.3. Le chapitre 39 est dédié à des dessins, des sculptures, des sujets paysans. Ce sont des maternités ou des paysannes, la plupart d'elles maternités, des sujets paysans produites et signées entre 1927 et 1932. Et il y a une des sections qui se caractérise parce que la femme, la paysanne, presque toujours une maternité, se présente devant une porte ou une fenêtre. Finalement, ça a donné une sculpture qui est signée et datée, qui se trouve à Washington, au Hirshhorn Museum, et qui est signée et datée de 1932. Mais d'où viennent ces rectangles en fer? La figure de la paysanne, et on pourrait dire c'est une figure réaliste, mais le plan derrière la figure semble être un plan abstrait, tout comme cette forme-là qui semble aussi n'avoir aucun rapport avec la perception empirique de ce que nous voyons. D'où vient ça? Margit Rowell, dans le catalogue de sa magnifique exposition faite au Guggenheim de New York en 1987, dit: La femme au fagot est signée et datée en 1932. Malgré cela, son imagerie et sa technique, étroitement en rapport avec des œuvres de 1929-30, encouragent la spéculation qu'elle a pu être faite à une date antérieure. Dans son catalogue raisonné des sculptures, Merkert recueille cet argument, cette idée. Elle dit: la figure découpée dans une plaque de fer se tient librement devant des surfaces abstraites formant l'arrière-place. La sculpture est signée et elle porte la date de 1932. Rowell propose, pour des raisons stylistiques, de la dater de 1929-30. Ce n'est pas exactement ce que Rowell disait, mais enfin. Du point de vue stylistique, ça se défend. Et il est bien possible que la date a été rajoutée plus tard. Pourquoi cette déformation? Parce que Merkert est prisonnier toujours de ces préjugés qui oblige d'une certaine façon.
Julio González a évolué d'une façon linéaire du réalisme de sa jeunesse à l'abstraction des années 30 et à l'abstraction de la fin de sa vie. Mais s'agit-il vraiment de surfaces abstraites? Il y a une série de dessins de 1929 où on voit une paysanne, une maternité, devant une porte. Les sujets se répètent aussi dans d'autres scènes. J'ai fait une sélection très courte, une série beaucoup plus large de dessins, où on voit des femmes paysannes devant une porte. Ici avec des poules. Ici, vous pouvez zoomer sur l'image, s'il vous plaît. Vous voyez bien la paysanne? Les poules, la porte, cette échelle appuyée sur les murs. Mais voilà les éléments formels qu'on retrouve dans la sculpture. 3 ans plus tard, c'est vrai. Mais c'est exactement... Peut-on dire donc que ces planches, ici, elles se regroupent devant une fenêtre, c'est la même réflexion. Vous pouvez agrandir l'image, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas un carré, ce n'est pas une forme abstraite géométrique. C'est l'ombre d'une porte. Ce n'est pas une espèce de rectangle allongé appuyé sur un mur. C'est une échelle appuyée sur un mur. Le souvenir d'une échelle appuyée sur le mur. Et la prétendue proximité technique et stylistique de l'œuvre de cette sculpture avec les sculptures de 1929-30 est fausse. Ce qu'on trouve ici, c'est une façon de découper la planche de fer, d'établir la forme de fagot, de représenter le visage qui correspond exactement en 1932. Il n'y a pas eu une évolution du naturalisme ou du réalisme vers l'abstraction. C'est la transposition poétique des impressions, d'une série d'impressions recueillies sur place dans la campagne et que l'artiste essaie de rapporter, nous donner à travers d'une série de métaphores. Les murs de la maison ont disparu. Ce qui reste, c'est le vide, c'est la baie de la porte, avec l'ombre de l'intérieur domestique. C'est une ombre, c'est le soir, c'est le moment où tout le monde se recueille. La paysanne rentre chez soi, c'est l'heure du soir. C'est dans cette ambiance rurale qui se situe hors du temps pour des siècles et des siècles, pendant des siècles et des siècles. Cette heure du soir a été chantée par Virgile, Maioresque cadunt altis de montibus umbrae, dans le Globe 3. C'est le moment où l'ombre des montagnes tombe en grandissant. Et c'est cette impression poétique ce que l'artiste essaye de nous donner. Il n'essaye pas d'inventer un langage abstrait. Pour lui, ça n'a pas de sens. Ce qu'il essaye, c'est de transposer ses sensations, sa façon de percevoir la réalité. Le chemin qu'a suivi, ceci est une période vraiment importante pour l'évolution de Julio González, parce que c'est le début de sa carrière professionnelle comme sculpteur. Il était déjà très âgé, mais sa première
exposition de sculpture a eu lieu justement en 1930. Et cette période est très importante parce qu'on y voit un peu l'essence qui prendra tout le développement qui prendra son œuvre. Et dans cette période, et c'est aussi important, il y a eu un événement qui a été décisif pour que l'œuvre de González prenne son essor. Et ça a été sa collaboration avec Pablo Picasso. Le chapitre 28 de ce volume est dévoué justement à la collaboration avec Picasso. C'est un sujet qui a été traité à fond par plusieurs historiens, surtout par Peter Reed dans son ouvrage sur Picasso et Apollinaire. Je vais évoquer. C'est une collaboration qui n'est pas longue. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Ceci est la première des sculptures faites ensemble par Picasso et González autour de la commission d'un projet de monument pour la tombe de Guillaume Apollinaire. Ça, c'est le premier essai qu'ils ont fait ensemble. Il a été coupé, soudé par González et peint ensuite par Picasso. Il y a 3 versions. Une des versions se trouve justement dans l'exposition des tableaux magiques de Picasso. Ça, c'est une autre idée. Il y a 4 versions de cette idée. Ce sont des petites maquettes, vous voyez, 37 cm, c'est ça, à peu près. Il y a 4 versions. Ça a été fait vers la fin de 1928. Et ensuite, en 1929-30, ils ont fait une série avec 3 sculptures majeures. On ne connaît pas exactement la chronologie, mais je les montre comme ça. Ça, c'est une tête de femme. Elle est là, elle est dans l'exposition aussi. Et une tête d'homme qui est aussi dans l'exposition. Et puis l'œuvre définitive, le projet définitif de monument, La femme au jardin, qui a été fini probablement, pas au printemps de 1930, mais probablement à l'été de 1930. Il y a 2 versions de cette sculpture. La deuxième version est en bronze et elle a été faite... non, ce n'est pas avec la collaboration de Julio González, mais elle a été exécutée totalement par Julio González. Et ça lui a pris, elle est en bronze, et ça lui a pris très longtemps à González, c'est beaucoup de travail. Pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il collaborait avec Picasso, la collaboration se déroulait à peu près, il se voyait un jour, chaque 15 jours, chaque semaine, chaque mois, selon pas plus de 20-25 journées de collaboration au long de 2 ans. Et au long de ces 2 ans, Picasso a fait son travail et Julio González a fait aussi son travail. Le travail des 2 artistes est très différent, et même pour la sculpture. Picasso a eu besoin de travailler avec González pour ce monument parce qu'il demandait la soudure des pièces métalliques, une technique qu'il ne connaissait pas. Et ensuite, il a été enjoué par l'idée de devenir sculpteur. À la fin de 1930, au moment où il finissait cette version de La femme au jardin, peinte par lui, à ce moment-là, il a acheté un château
le château de Boisgeloup, comme vous savez, à la fin de l'été-automne de 1930, pour y installer un grand atelier de sculpture. Et il a travaillé comme sculpteur pendant plusieurs années, dans le début des années 30, là, à Boisgeloup. Mais l'idée ne lui est pas venue d'installer des outils pour travailler le métal. Le métal, c'est González qui a continué de le travailler, tandis que Picasso travaillait dans la sculpture, oui, mais dans une sculpture complètement différente, en bosse ronde, avec les grandes têtes qui sont très bien connues, que vous connaissez, et qui représentent une conception de la sculpture complètement différente de celle de Julio González. Julio González et Pablo Picasso, et ceci est très important pour comprendre leur collaboration dans cette période, étaient amis de très longtemps. Ce sont deux artistes avec une biographie parallèle. Tous les deux se sont formés à Barcelone à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Tous les deux sont venus à Paris, González en 1900, Picasso entre 1900 et 1904, plutôt l'installation définitive n'a eu lieu qu'en 1904. Ils ont suivi des chemins différents, ils se voyaient quand même très souvent, ils se sont querellés, bagarrés pendant des années. Ils se sont réunis à nouveau au début des années 20. C'étaient des artistes avec des tempéraments, des sensibilités artistiques énormément différentes, mais c'est Picasso qui a choisi González pour travailler ensemble avec lui, parce qu'il sentait que la sensibilité de González, ce n'était pas la technique de construction de ces sculptures n'est pas complexe, c'est très simple. Mais c'était plutôt la sensibilité de Julio González, ce que Picasso a entendu que ça irait bien pour son projet de sculpture métallique. Ensuite, chacun a suivi son chemin, et c'est comme ça qu'un des épisodes les plus importants probablement, mais aussi les plus mal compris de l'histoire de la sculpture des années 30, de la sculpture de l'après-guerre, s'est développée. Donc, encore, j'insiste sur l'idée qu'il n'y a pas d'évolution linéaire entre le naturalisme et l'abstraction. Je vais lire. González écrivait très peu, mais en 1935, il a publié à Cahiers d'Art, la revue que dirigeait Zervos, un texte très court, dans lequel, qui est une espèce de confession artistique, où il dit « Les véritables artistes sont de leur temps. Il ne peut en être autrement, car s'il est vrai que l'époque donne ces artistes, c'est parce que les artistes ont fixé l'époque. » Et ensuite, il dit et c'est avec cette affirmation qu'il finit son texte. Si on se trace un programme ou qu'on s'en laisse imposer un, c'est autoriser l'esprit de ne plus se tenir en éveil. Voilà, merci. Moi, je travaille au musée Picasso. J'ai une question par rapport aux œuvres que vous avez présentées, qu'on présente toujours comme des œuvres de Picasso, même si on mentionne la collaboration avec González. Selon vous, ce sont des œuvres de collaboration au sens strict, dont les deux auteurs sont Picasso et González, ou ça reste des œuvres de Picasso avec une collaboration plus intellectuelle et conceptuelle de González? Et donc ma question, c'est aussi, est-ce que ces œuvres
sont dans le catalogue raisonné de González. Les œuvres de González, que González fait en 1930, n'ont rien à voir avec, aucun rapport avec les œuvres qu'il est en train de faire en même temps avec Picasso. Ça, c'est un projet, c'est une commission que Picasso a reçue. Tout le travail de collaboration se développe autour de cette commission. Les têtes que nous avons vues sont des possibles fantaisies de têtes pour ce qui deviendra à la fin la femme au jardin. C'est une espèce de... Au début, c'était plutôt une espèce de sphinx, un animal mythologique à 3 pattes ou 4 pattes, à se coucher sur la tombe du poète, sur la tombe d'Apollinaire. Cette sphinx avait une tête, et c'est la tête qui intéresse. La première idée de travail pour Picasso a été de donner une figure, une face une tête à cet animal, à cette sphinx, à la femme au jardin. Donc, tout se développe autour d'une commission que Picasso a reçue, et Picasso a ces idées, qui pour Picasso est énormément importante. C'est un de ses projets les plus ambitieux, peut-être de toute sa carrière. Et il a des idées très fortes, très précises, qui commencent à les hanter dans ses carnets de travail depuis 1925 ou 1926. Et c'est lui qui, finalement, décide ce qu'on va faire. Les têtes qu'on voit là dérivent, qu'on a vu la tête blanc et noire, dérivent directement de la peinture de Picasso. Il y a toute une série de tableaux, entre 25, 26, 27, qui portent cette tête. Il y a de nombreux dessins qui sont dans l'exposition que vous avez là, qui ont cette tête. Donc c'est un travail de Picasso. Mais pour l'art, et spécialement pour l'art moderne, le processus n'est pas comme celui de la construction d'une maison. Dans la construction d'une maison, on a une idée, on la couche sur des papiers, sur une série de papiers, on établit des plans de travail, et ensuite l'objet matériel, la construction elle-même, n'est que la matérialisation concrète de ces idées-là. Ce n'est pas d'ailleurs comme, je ne sais pas, les dessins de Sol LeWitt, qui sont communiqués par téléphone. Ce n'est pas comme ça que la plupart des artistes de l'art moderne ont travaillé. La main compte, et beaucoup. Et la main, ce n'est pas seulement la technique. La main, c'est aussi la sensibilité. Et c'est cette sensibilité d'orfèvre du modernisme catalan, cette sensibilité d'un orfèvre qui s'était formé dans l'entourage de Gaudí, qui avait compris jusqu'au fond ce que représentait le néo-gothique, la sensibilité qui évolue autour de Ruskin ou de William Morris, et qui marque la création d'un groupe d'artistes du modernisme de Barcelone autour de Gaudí. Et tout ça compte dans le résultat. Donc la qualité, beaucoup de sculptures de González à ce moment-là sont faites de ferraille, pas de planches de fer, mais de ferraille. C'est d'une ferraille qu'il ramasse, et c'est ça ce qui plaît à Picasso, c'est ce qu'il veut, c'est que ce soit de la ferraille. Et il sait que
González la traitera avec une sensibilité qui n'est pas celle de Picasso, mais que Picasso trouve qu'il sera convenable, cette graine, ce type de poli qu'on trouve. Ça, c'est quelque chose que Picasso trouve qu'il sera convenable. C'est-à-dire, la conception de ces œuvres-là est Picasso. Mais le rôle de González est celui d'un collaborateur artistique, pas d'un technicien. Ce n'est pas le praticien qui aide Rodin à faire ses sculptures. Ce n'est pas le praticien qui aide Bourdelle à cette même époque à faire le monument en 1929, le monument d'Adam Mickiewicz, par exemple. Ce ne sont pas tous cet ensemble de techniciens. C'est autre chose. Les techniciens sont très importants. Hein, il faut faire attention. La Vénus Victrix de Renoir, qui a eu un retentissement important dans les années de l'après-guerre. La Vénus Victrix de Renoir a été complètement faite par un technicien parce que Renoir n'avait plus de doigts. Il ne pouvait pas mouler l'argile. Mais il lui a pris très longtemps de trouver le technicien dont il avait besoin. Mais González va très au-delà de la collaboration de González va très au-delà de celle d'un technicien. Pour certaines des sculptures qu'ils ont faites ensemble, il y a des dessins, il y a des précédents dans l'iconographie de González. Pour la femme au jardin, il y en a très peu. Tout le monde dit que c'est une œuvre, c'est une sculpture, la femme au jardin, faite comme une improvisation. Ce n'est pas exact. Il y a des idées, des dessins très antérieurs. Mais pour une improvisation, le collaborateur est très important. Comme pour une improvisation de jazz, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le contrebas ou quelqu'un dans le piano qui aide et développe l'esprit de cette œuvre-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question.